C'est un cours qu'il a présenté. Son cours présenté. Il a présenté un cours. Donc, nous pas de pour nous perdu parce que le professeur l'aventure pour un beau valet dans le temps. Mais ça prouve que ce professeur, même des fois avec tout professeur c'est bête qui parle en pile. Hein? Même des fois que tout. S'entendez, j'appelle le maître Franck Clôture, avocat au barreau de Jacmel, ex-commissaire du gouvernement au parquet du tribunal de première instance de Jacmel, ex-député de la vallée de Jacmel, doctorant en droit public. Le maître Franck Clôture va nous entretenir sur un sujet droit, citoyenneté et développement local. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Souligné. Deuxième, c'est citoyenneté. Et puis, développement auquel on attache le qualificatif local, qui est aussi important. Alors, qui ça me voulait dire, de qui ça me voulait parler, l'homme dit droit. De qui ça me voulait parler, l'homme dit citoyenneté, dans le contexte, on a parlé là après-midi. Et développement local, de qui ça me voulait parler. Et c'est l'exercice ça que nous allons faire en premier. Nous allons dégager le sens de droit, de citoyenneté et de développement local. D'abord. Après, m'a évoqué les conditions de la gouvernance locale. C'est-à-dire les conditions auxquelles est subordonnée la gouvernance locale. Après, je ferai la démonstration des liens entre droit, entre la culture de la citoyenneté et développement local. Et enfin, m'a posé une question pour me finir, pour me faire prolonger le débat autour du sujet. Pour qui ça, malgré nous gagnons droit, nous gagnons citoyens, mais nous toujours à chercher désespérément le développement local. Et voilà, c'est cet exercice que nous allons faire ensemble. Mais allez de l'IA. Le droit, c'est un édifice juridique reposant sur une base. Et cette base, c'est ce qu'on appelle le cadre juridique. Et le cadre juridique lui-même est constitué par des unités qui sont des normes juridiques. Alors, on dit normes juridiques, mais insister pour marquer la différence par rapport aux normes sociales. Donc, ouais, droit avec cadre, c'est presque le même bagage. C'est un édifice juridique reposant sur un cadre juridique constitué de normes. Et normes, il y a différents l'une de l'autre. Hans Kelsen dit que les normes n'ont pas toutes la même valeur. Il y a des normes qui ont une valeur constitutionnelle, il y a des normes qui ont une valeur conventionnelle, il y a des normes qui ont une valeur légale, il y a des normes qui ont une valeur réglementaire. Et ce sont ces unités juridiques qui se situent au fondement de l'édifice juridique qu'on appelle droit. C'est des limes palais. Donc, en gros, en bref, droit, citoyenneté et développement local, sachez que droit, ici, il fait référence aux normes, aux lois de la République. C'est de ça m'a parlé. Maintenant, qu'en est-il de citoyenneté? Alors là, il y a deux aspects principaux parmi plusieurs autres que je voulais aborder dans la deuxième thématique, la citoyenneté. Le premier, c'est la qualité du citoyen. Et le deuxième, c'est la culture de la citoyenneté. C'est deux aspects ça seulement. M'a manié dans la question citoyenneté. M'a quitté l'autre chose. Parce que c'est plus important. Le premier, la qualité du citoyen. Et le deuxième, la culture de la citoyenneté. La qualité de citoyen a deux conditions. Et ce n'est pas 18 ans, non? L'article 16 subordonne la qualité du citoyen à deux conditions.
l'exercice des droits civils et politiques, et puis la jouissance des droits civils et politiques. Ça veut dire qui ça? L'article 16-1, qui parlait de la majorité civile, limitez-nous à mi-chemin de l'exercice et de la jouissance des droits civils. C'est-à-dire, quand vous avez 18 ans, la loi commence par vous reconnaître des droits civils et politiques. Mais vous avez droit ou pas faire rien avant. Et c'est alors que la Constitution nous dit que le fait d'avoir des droits civils et politiques, ça ne suffit pas. Il faut les exercer, il faut en jouir. Et c'est alors, au sens de la Constitution, on commence à avoir la qualité du citoyen. Il y a un paquet de monde dans la société qui a 18 ans. Et donc, la loi leur reconnaît des droits civils et politiques, mais ils ne vont jamais exercer, ils ne vont jamais jouer. Oui, charger mon monde dans la société. Donc, le fait d'avoir des droits civils et politiques, pas suffit, selon la Constitution, article 16. Il faut combiner l'exercice des droits civils et politiques et la jouissance des droits civils et politiques pour parler de la qualité du citoyen, pour avoir la qualité du citoyen. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, regardons Lionel Trouillot, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? J'apprécie tellement la façon dont Lionel définit, mais conçoit le citoyen. Pour Lionel Trouillot, le citoyen, c'est celui qui a la conscience de ce qu'il a un rôle, une partition à jouer dans la construction nationale. Celui qui a conscience de ce qu'il a un rôle à jouer. C'est-à-dire, en dehors de cette conscience, ou pas citoyen, même avec vos 80 ans, selon Trouillot. Ah oui? Donc, la qualité du citoyen, selon Trouillot, ou Doué-Bali, assis là, qui a conscience, qui connaît, ça veut dire, qui connaît que la responsabilité de faire pays, c'est une responsabilité partagée. C'est celui-là qui connaît que faire construire un pays, ce n'est pas la responsabilité d'une poignée d'hommes et de femmes parce qu'il est au magistrat, parce qu'il est au CASEC, parce qu'il est au président ministre. Non, c'est une responsabilité partagée. Pour Lionel Trouillot, c'est quand on a cette conscience qu'on a la qualité du citoyen. Donc cela dit, pour Lionel Trouillot, la qualité du citoyen oblige le citoyen à agir. La qualité du citoyen oblige le citoyen à se manifester, à s'illustrer comme citoyen. De même, la qualité du citoyen oblige l'homme, la femme à s'abstenir de certains comportements. Une série de bagages, les citoyens n'ont pas fait. Parce qu'on a conscience qu'on a un rôle à jouer à côté du ministre, à côté du député, à côté du sénateur. Même si on ne l'est pas, on a un rôle à jouer. Donc, selon Trouillot, monsieur ou bien madame qui a acheté canne à sucre dans un sachet, qui moulin miam miam miam, il a gagné dans un sachet, il descend vite machine, il voyait dans la rue, ou pas citoyen, même si on a 18 ans. Ça, c'est selon Lionel Trouillot. Parce qu'on n'a pas conscience que où tout un rôle pour jouer dans la protection de l'environnement. Alors, vous voyez, citoyen, la qualité du citoyen, c'est pas tant coup 4 plus 4 qui fait 8 en Asie, en Europe, en Amérique. Donc la qualité du citoyen, c'est un bagage qui est discutable et qu'on est capable d'attribuer des sens. Et j'apprécie vraiment le sens attribué à la qualité du citoyen par Lionel Trouillot. Eh bien, on a continué. Qu'en est-il du développement? Bon, moi presque sûr que nous tous qui là avons une idée de développement. Et ma parle préférée insister plutôt sur le qualificatif local. Développement local se définit par opposition au développement national. C'est-à-dire le développement à réaliser à l'échelle locale, à l'échelle des collectivités. Et c'est ma conviction la plus totale. Il faut commencer par développer Haïti
par les sections communales, par les communes, par les départements, et on arrive au plus haut niveau. Alors, c'est ça, développement local. Maintenant, voyons, nous dit que la culture de la citoyenneté, le droit, il est capable d'accoucher le développement local. Mais écoutez, développement, il peut venir comme résultat d'un phénomène spontané, tant qu'on bagaille qui tombait du ciel. Et c'est pourquoi, justement, je vais vous parler de la gouvernance locale. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un développement au niveau local, il faut qu'il y ait une gouvernance locale orientée vers le développement. Et c'est pour ça, justement, ma petite en tout coup, pour me parler de gouvernance locale. Parce que c'est un préalable nécessaire. Ou pas capable d'un développement au niveau local, si pas gain en gouvernance locale orientée vers le développement. C'est un chimère. Hein? Alors, quelles sont les conditions auxquelles est subordonnée la gouvernance locale? C'est-à-dire, quelles conditions qui pourraient réunir pour parler de gouvernance locale? Premièrement, il faut l'existence des affaires locales propres et distinctes des affaires de l'État. Voilà la première condition. L'existence des intérêts locaux distincts de ceux de l'État. L'existence des affaires locales distinctes de celles de l'État. Ça, c'est la première condition. C'est-à-dire, il faut gagner au niveau local des affaires, des intérêts, des soucis, des préoccupations locales qui distinguent par l'État. Et c'est ça, justement, qui parle justifier les compétences transférées aux autorités locales. C'est pour faire quoi? Hein? C'est pour faire quoi? C'est pour être assumé au niveau local, pour s'acquitter des, je dirais, des besoins, pour satisfaire les besoins locaux. Voilà, donc, la première condition pour parler de gouvernance locale, il faut qu'il existe des affaires locales distinctes de celles de l'État, des intérêts locaux distincts de ceux de l'État. C'est la première condition. La deuxième condition, il faut qu'il existe des organes administratifs locaux, c'est-à-dire des autorités administratives locales. C'est quand, de la décentralisation, l'État, au niveau central, transfère des compétences et des pouvoirs, il faut que ces compétences soient assumées au niveau local par des autorités administratives locales. C'est pourquoi l'existence des organes administratifs locaux, c'est la deuxième condition pour parler de gouvernance locale. Troisième condition. À chaque politique correspond un moyen, ou bien doit correspondre un moyen. C'est-à-dire ça fait tout le temps, est-ce qu'il a les moyens de sa politique, de son plan, de son programme, de sa vision? À chaque politique doit correspondre des moyens. Et troisième condition, c'est des moyens. Des moyens de type financier, l'argent, des moyens de type administratif, par exemple l'autonomie administrative, l'autonomie financière, c'est des moyens mis à la disposition des collectivités pour qu'elles puissent s'acquitter de leur mission. Moyens de type administratif, mais moyens de type normatif aussi. Le pouvoir réglementaire. Lorsqu'on met un arrêté, c'est en vertu de pouvoir réglementaire, de pouvoir normatif, des moyens normatifs qui l'habilitent à prendre des arrêtés. Donc, le pouvoir de prendre un arrêté, le pouvoir réglementaire, c'est un moyen mis à la disposition de la mairie, de la section communale, etc., de la collectivité. Moyen de type financier, moyen de type normatif, moyen de type administratif. Il faut combiner ces conditions pour que nous soyons capables de parler de gouvernance locale. À cela, on pourrait bien ajouter d'autres choses. Mais je m'arrête là pour me capable de faire pour nous la démonstration maintenant des liens entre droit, quel est l'apport du droit au développement local,
la démonstration d'un lien entre la culture de la citoyenneté et avec le développement local. Qui ça doit apporter? Yo ka fait les deux. Yo ka participer dans classe, yo ka participer dans construire. Ou est-ce la capitale de brisé, il ka participer dans construire. Oui. C'est nous qui pas préparer l'aller faire de participer à la construction, oui. C'est-à-dire qu'il faut préparer le citoyen à l'effet de participer positivement. Il ka fait les deux, il ka briser, il ka construire. Maintenant, qui t'aime venir? Je vais répondre à la question que je me suis soulevée tout à l'heure. Gambie haïtien, à chaque fois, ils ont identifié des problèmes. Ils ont logé droite sous l'État, Parlement. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire loi sur bagaille ça. Des fois, moi-même, je entendais ça, je me ris parfois. Je vais pour qui ça. Retenez ça. Le droit n'est rien là où il n'y a pas la force pour le faire valoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la loi pas veut dire rien si on ne peut pas appliquer. C'est comme s'il pas. Un exemple simple. Mais tout à l'heure, pour l'aventure, se dit 12 mars 2014, ça fait 9 ans. Le Parlement adopte la loi relative à la prévention et à la répression de la corruption. Nous sommes en 2023. Dis-moi combien de gens ont jugé pour corruption. La loi pas veut dire rien côté li pas appliqué. Rien. Et bien tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure, le droit n'est rien. Là où il n'y a pas la force pour le faire, ne s'abstiennent pas. Soit ils participent dans construire, soit ils participent dans craser. Et donc, nous avons l'intérêt à préparer les citoyens à l'effet de participer à la construction nationale. Et 4. Bon, ok. Ngabela. On applaudit encore une fois le député Franck Clôture pour son intervention magistrale, très magistrale. Il faut le dire, on t'a parlé, nous dit nous panel yo grand pile gros monde là-dedans. Les notes des députés Franck Clôture et professeur Renoir Laventure, il y a deux mots utilisés en pile en philosophie politique qui montent dans la tête moi. C'est posture, imposture. Donc, on ne peut pas comprendre Haïti si on ne peut pas mobiliser mot ça. Posture, imposture. Posture, genre que Haïtiens en général affiché, mais on ne peut pas jamais afficher pour vous voulez dire ça, vous voulez dire non. Il affiché pour vous voulez dire l'autre bagaille, d'où l'imposture. En créole, il est ça, foulaille. Donc, droits Haïtiens sont foulaille. Droits sont foulaille parce que ce paquet de belles règles nous prend. Sachant que nous ne pouvons pas appliquer, sauf là. Et il y a un professeur qui est actuel bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, professeur Patrick Pierre-Louis, qui écrit ça dans nos textes, qui intitulé La démocratie inféodée. Puis fort texte de loi haïtien fait, ces jours-ci, il fait pour la consommation internationale. Pour Blanc, Kawen nous fait texte. Oui, pour Blanc, Kawen nous texte. Mais nous pas fait pour réglementer le social haïtien réellement. Attention, par intervenant, j'appelle le magistrat Rondo Saint-Filier.
Magistrat Wando Saint-Villiers, je vous appelle. Tant tellement petit, je ne peux pas dire gros bagay sur vous. Mon Dieu connaît ou c'est juriste, ou c'est magistrat. Oui. Et sujet le mal présenté nous, c'est le renforcement de la justice, un pilier important pour la bonne gouvernance et l'état de droit en Haïti. Donc c'est ça que nous devons faire, pas ça qu'a fait, non. On applaudit s'il vous plaît. Ah, pas nous, père magistrat. Bonsoir à vous tous. Vous m'attendez un moment, s'il vous plaît. Bon, alors, je devais être avec vous depuis 1h, 13h, mais il se trouve qu'il y avait un malentendu. Je me suis retrouvé tout à l'heure à Kinam. Il y a beaucoup d'embouteillages sur la route, et pensant que c'était là-bas que l'on organisait l'activité, puisque il semble, alors dans mes échanges avec le député, donc c'est ce qui a été entendu dans un premier temps. Voilà. Alors, il se fait tard, je vais vite vous entretenir sur le sujet. Le renforcement de la justice, un pilier important pour la gouvernance et l'état de droit en Haïti. Donc, permettez que je me présente rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Wando Saint-Villiers, doyen du tribunal de première instance de Hinche, représentant des juges des tribunaux de première instance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous pour, dans le cadre de ce symposium. Alors, le renforcement de la justice, un pilier important pour la bonne gouvernance et l'état de droit. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour voir de manière détaillée les différents concepts qui se retrouvent dans la formulation du sujet. Dans la formulation du sujet, le renforcement de la justice, c'est clair, un pilier important pour la bonne gouvernance. La bonne gouvernance doit attirer notre attention et l'état de droit en Haïti. L'état de droit, ça doit attirer également notre attention. Alors, rapidement, concept de bonne gouvernance, c'est quoi la bonne gouvernance? Et c'est quoi l'état de droit? Si l'on doit rapidement dire quelque chose de la bonne gouvernance, dès que l'on parle de la gouvernance en soi, vous voyez l'ensemble du processus ou des processus de mécanismes de décision.
non seulement l'ensemble des institutions qui sont appelées à prendre des décisions, ça concerne le gouvernement et ça concerne également le processus pour aboutir à ces décisions, comment ces décisions sont prises et en quelque sorte, ça doit nous renvoyer à l'intérêt général. Maintenant, est-ce que toute gouvernance est bonne? Actuellement, que l'on veuille ou non, le pays est gouverné. Parce que, en fait, nous avons des institutions étatiques, et nous avons tout un ensemble d'institutions qui sont appelées à prendre des décisions. La question qu'il nous reste, est-ce que c'est la bonne gouvernance? Mais que l'on veuille ou non, nous sommes dans un espace où il y a des dirigeants avec la forme classique d'un gouvernement. Maintenant, le débat bicéphale, monocéphale ne m'intéresse pas, mais il y a un organe exécutif qui décide. Même si le schéma démocratique n'est pas tout à fait actuellement respecté parce que le Parlement fait défaut, mais il y a de l'autre côté donc un ensemble d'institutions qui sont appelées à trancher les litiges au sein de la société. Maintenant, quand on parle de la gouvernance, vous voyez l'ensemble de ces mécanismes, mais qu'en est-il d'une bonne gouvernance? La bonne gouvernance nous renvoie à plusieurs éléments. Il faut qu'il y ait le respect des droits de l'homme. Il faut également que ça soit un état de droit. Il faut la participation effective de la population, des citoyens, dans les affaires publiques, certaines fois directement, d'autres fois par représentation. Il faut aussi le pluralisme politique, parce que toute société démocratique exige nécessairement le pluralisme politique, la transparence de la gouvernance, dans les décisions qui concernent les affaires publiques, et tout aussi bien les organes de l'État qui s'occupent des biens et services publics doivent être efficients et efficaces. Sans oublier le droit d'accès à l'information, à l'éducation, à l'alimentation, etc. Donc si vous êtes dans une société et que les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, ne sont pas respectés, ou du moins la population n'a pas la jouissance de ces droits, là il y a un problème en termes de bonne gouvernance. Et si vous êtes dans un pays où ce n'est pas la loi qui est au-dessus de tout, où le système juridique ou l'arsenal juridique tel que agencé donc ne l'est pas suivant le principe de la hiérarchie des normes, donc à ce moment-là, sachez bien que nous ne sommes pas dans une situation de bonne gouvernance. La pluralité d'idées ou encore le pluralisme politique, c'est un autre critère, avec plusieurs partis politiques, mais j'ajouterais structuré, parce qu'en Haïti, il n'y a pas en réalité de problème de pluralisme si on prend la quantité de partis politiques qui existent. Mais ici, ce n'est pas la quantité en soi qui doit nous intéresser, mais c'est aussi la qualité de ces partis. Est-ce que ces partis politiques sont tout à fait structurés et véhiculent ou tournent autour, je dirais, des courants de pensée? Et est-ce que l'on a toute une idéologie et sur quoi se basent ces partis? Est-ce que c'est la chose publique qui les intéresse? Et dans les actions des gouvernants, ils doivent s'expliquer. Et la transparence non seulement s'explique dans le respect des normes établies, de la comptabilité publique, mais c'est aussi dans le fait de pouvoir rendre compte. Parce que si vous êtes dans une société où les dirigeants ne rendent pas compte, à ce moment-là, il y a un problème de transparence. Et à cet égard,
sans vouloir donc faire des commentaires sur les dossiers, mais je vois que de nos jours, des organes de l'État essaient de faire des enquêtes et question d'aboutir à des explications sur des dépenses qui ont été effectuées. C'est une démarche qui concorde avec l'idée de transparence de la gestion de la chose publique. Quant à l'efficacité et l'efficience de ces services, là, on se demande, est-ce que nous sommes dans ce cas de figure en Haïti? Puisque, en fait, l'on peut se demander, est-ce que nous sommes satisfaits des services publics, des différents services publics, que ce soit si l'on considère le système scolaire, si l'on prend les routes que nous avons, quel que soit le secteur économique, financier, éducatif ou autre, le système judiciaire, et tout ce dont nous avons besoin comme service en tant que citoyen, en tant qu'individu vivant dans une société, eh bien, donc, à partir du niveau de satisfaction de la population de ces services, là, on pourra dire qu'il y a une bonne gouvernance. Donc, dans le cadre d'une bonne gouvernance, il faut que les gens trouvent ces satisfactions. Les institutions de gouvernance doivent garantir le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'alimentation suffisante, le droit à une éducation de qualité, pas seulement de créer des écoles, il faut que l'éducation soit de qualité. Pas seulement au niveau les plus élémentaires, mais même au plus haut niveau, il faut des centres d'enseignement universitaires de qualité. Et sans oublier une justice équitable. Et la justice ici, ce n'est pas seulement la justice de l'ordre judiciaire, mais c'est aussi la justice sociale. Comment sont traités les gens? Est-ce que nous sommes dans une société qui permet à tout un chacun d'avoir accès à un minimum de bien-être? Est-ce que c'est une société qui est basée sur la discrimination et les biens de l'État et les ressources que nous avons est-ce qu'elles sont bien réparties ou non? Donc c'est autant d'éléments comme critères qui vont nous permettre de voir si nous sommes dans un état de droit, si nous sommes dans une bonne gouvernance. Il y a aussi la sécurité des personnes. Vous savez que la vie, c'est le plus grand bien que nous possédons. Il y a le professeur et pénaliste français Jean Laguier qui a dit que l'homme possède deux grands biens. C'est sa vie et sa liberté. Et si on perd sa vie, on n'est plus. Et si on est en liberté, on est vivant mais on n'est pas libre, on perd donc un élément essentiel de son existence. Parce que nous sommes appelés à vivre libre. La vie et la liberté sont les deux grands biens de l'homme. Maintenant, lorsque vous n'avez pas le droit à la sûreté dans une société, c'est un problème de bonne gouvernance. L'État doit pouvoir assurer votre sécurité. Et vous savez que c'est la première dette publique. C'est la première dette de l'État envers, pas seulement les citoyens, les individus, les personnes vivant sur son territoire. Pourquoi j'ajoute ça? Parce que les citoyens, au terme de la loi, ce sont les gens qui ont au moins 18 ans. Mais au-dessous de 18 ans, vous n'êtes pas citoyen. Et les personnes qui ne sont pas des nationaux, comme des étrangers, ne sont pas considérées comme des citoyens à l'égard de l'État, du pays où donc, elles vivent. Alors, lorsqu'on est sur le territoire de l'État, quitte à ce que l'on soit national ou pas de cet État, c'est une dette pour l'État de garantir votre liberté, votre sécurité. Car la sécurité, c'est notre première créance à l'encontre de l'État. Et c'est la première dette de l'État envers nous. Et c'est un critère de bonne gouvernance. Alors, je reprends rapidement les caractéristiques de la bonne gouvernance selon le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est la transparence, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et les biens de l'État n'appartiennent à personne, ou du moins appartiennent à tout le monde.
Donc maintenant, si vous avez la charge, en tant qu'ordonnateur, ou du moins comme comptable de deniers publics, c'est une obligation que vous avez de rendre compte. La responsabilité, ceux qui nous dirigent, et suivant les attributions de leurs fonctions, eh bien, doivent se comporter en dirigeants responsables. Il ne faut pas attendre à ce que d'autres personnes viennent assumer ces responsabilités en lieu et place d'eux-mêmes. L'obligation de rendre compte, j'ai déjà expliqué, la participation des citoyens dans une bonne gouvernance, c'est la possibilité de s'impliquer directement comme citoyen ou comme citoyenne dans les affaires publiques, mais c'est tout aussi bien la possibilité de pouvoir se faire représenter. À cet égard, nous avons l'habitude de faire cet exercice avec les élections que nous avons connues. Et si je ne me trompe pas, il y a un ancien député qui est tout près de moi. Il était très brillant donc, à la Chambre des députés comme président de la commission Finances. J'aimais beaucoup l'entendre. Il maîtrisait ce qu'il disait. Donc, alors, le fait d'envoyer des gens au Parlement, ou du moins au niveau de la présidence, ou au niveau des collectivités territoriales, c'est de participer indirectement et suivant les principes de la démocratie moderne représentative. Mais tout aussi bien, vous pouvez vous-même occuper ces fonctions et réfléchir sur les affaires de la cité. Ce sont des formes de participation dans les affaires publiques. Mais, comme je le dis tout à l'heure également, c'est tout aussi le fait par l'État de pouvoir répondre aux besoins de la population. Quand on parle de la bonne gouvernance en Haïti, je peux oser dire que vous regardez comment sont les services publics, vous regardez les rues, vous regardez les écoles, les hôpitaux, vous regardez la population, leurs souffrances, et vous dites que c'est exactement le contraire de la bonne gouvernance. Et vous dites ça. Parce qu'en fait, si vous vous référez aux critères de bonne gouvernance, vous allez dire que ce n'est pas une bonne gouvernance en Haïti, parce que l'ensemble de ces critères qui nous permettent de jauger le niveau de la gouvernance en termes de qualité, eh bien, on va vous dire que vous allez vous-même tirer la conclusion qu'il manque quelque chose et que ça ne va pas. L'état de droit, rapidement, c'est un état où il y a tout un système institutionnel où l'État s'autolimite. Certains vous disent, mais tout État est un État de droit parce que dans tous les États du monde, même les États où il y a des gouvernements dictatoriaux, il y a des normes juridiques. D'ailleurs, il n'y a pas d'État sans droit. Mais dans le concept, dans son sens moderne, c'est qu'il faut que l'on ait un État qui se donne des principes démocratiques, qui se donne des principes où les dirigeants n'ont pas tous les pouvoirs et ne peuvent pas tout faire. Et la structure étatique se donne des limites. Et du nombre de ces limites, c'est de ne pas toucher aux droits indérogeables de l'homme, comme le droit à la vie, le droit à la liberté, et tout ce que vous avez comme attribut, comme personne humaine. Aujourd'hui, donc, aucun État ne saurait s'arroger le droit de vous les ravir. Et de l'autre côté, l'État de droit suppose que tout le monde est au-dessous de la loi. Et la loi est au-dessus de tout le monde. Qu'importe la fonction que vous occupez, qu'importe votre appartenance politique ou sociale. Et c'est aussi un système où les normes respectent tout un processus, ce que Hans Kelsen appelle le principe de la hiérarchie des normes. La Constitution est au-dessus. Il y a les traités, les accords internationaux. Vous avez par la suite donc les lois. Donc les lois, que ce soit les lois spéciales, les lois
d'ordre général ou autre, et vous avez les normes réglementaires. Et dans un état de droit, donc, on tient à ce que une norme qui soit inférieure ne déroge pas à une norme supérieure. Donc, on ne saurait adopter une loi qui soit contraire à la Constitution. Et personne, en tant qu'agent de l'État ou comme citoyen, ne saurait violer la loi sans en retour qu'il y ait une sanction. C'est ça un état de droit. Donc le respect des normes, le principe de la hiérarchie des normes, l'égalité de tous devant la loi, et tout aussi bien le principe de la séparation des pouvoirs. Je ne vais pas respecter ce qui a été préparé. Nous sommes arrivés à un moment où je dois essayer de voir avec vous quel serait donc l'impact du renforcement de la justice dans le cadre de la construction d'un état de droit. Eh bien, quand vous parlez du principe quand vous parlez de l'état de droit, vous voyez comme principe fondamental le principe de la séparation des pouvoirs où l'exécutif, le Parlement et le judiciaire sont séparés. Bien entendu, il y aura toujours des mécanismes pour permettre ce qu'on appelle la collaboration des pouvoirs de l'État. Mais le jeu est que les tenants du pouvoir de l'exécutif peuvent agir librement dans le cadre de la loi, remplir leurs attributions sans être assujettis à la dictature du Parlement. Et tout comme le Parlement peut faire son travail de contrôle, peut légiférer sans subir donc l'immixtion de l'exécutif. Et le pouvoir judiciaire peut faire son travail de régulation sociale, de sanction, sans qu'il y ait immixtion des deux pouvoirs politiques, à savoir les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. S'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler d'état de droit. Et plusieurs auteurs ont compris la nécessité à ce qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Voilà pourquoi certains d'entre eux estiment, et comme c'est le cas de Montesquieu, là où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution, à son avis. Donc, c'est un élément important, la séparation des pouvoirs, pour que l'on puisse préserver l'intérêt général, pour que l'on puisse préserver la liberté des individus. La question que l'on se pose, c'est est-ce que la justice, telle qu'elle est organisée actuellement, peut jouer un grand rôle dans la quête de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Puisque la justice doit être un pilier important pour toute bonne gouvernance et pour tout état de droit. Un pilier important parce que, vous savez, là où il n'y a pas de sanction, les tenants du pouvoir peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est naturel à l'homme. Même chez vous, les enfants, quand ils n'ont personne pour leur contrôler, leur surveiller et éventuellement pour les sanctionner, donc à ce moment-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La notion de sanction est fondamentale à toute société. Et dans une société moderne, la justice judiciaire joue un rôle important en ce qui concerne la sanction des fautes commises par les tenants des pouvoirs et par tous ceux qui vivent en société. Aujourd'hui, il est une
il est fondamental à ce que la justice haïtienne puisse sanctionner les cas de grande corruption et de petite corruption commises au niveau de l'État et de la société en général. Il est important à ce que la justice puisse jouer son rôle sans qu'il y ait d'immixtion ou d'ingérence de la part des autres pouvoirs. Maintenant, est-ce que le système tel qu'il est organisé aujourd'hui peut effectivement jouer son rôle? Si je me pose cette question, ou si on me pose cette question, je vous dirai carrément non. Non. Parce qu'en fait, c'est un système aujourd'hui qui obéit à une hiérarchie qui est organisée à la fois par, qui est administrée à la fois par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice. Il est vrai que la Constitution reconnaît un système judiciaire indépendant, aux trois pouvoirs indépendants, mais en réalité, les trois pouvoirs, ou encore la justice, n'est pas tout à fait indépendante comme pouvoir. Il y a une partie de la justice qui est administrée par un organe non politique, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, avec les juges. Maintenant, il y a un élément clé, fondamental, dans la poursuite des infractions, des auteurs des infractions, de la mise en mouvement de l'action publique, qui est contrôlée par le pouvoir exécutif via le ministère de la Justice, c'est l'organe des parquets, les commissaires du gouvernement. Et vous savez, donc, pour toute sanction, pour la mise en mouvement de toute action publique, il faut leur action, il faut leur partition, il faut donc leur, je dirais, c'est à eux de déclencher l'action publique. Maintenant, je me demande, dans certains cas, suivant la nature de l'affaire, suivant les personnes qui y sont impliquées, suivant la portée de l'affaire, est-ce que n'importe quel commissaire du gouvernement peut décider, sans courir le risque de se faire révoquer ou de se faire mettre en disponibilité sans solde, peut décider de mettre l'action publique en mouvement contre n'importe quelle personne dans le pays? C'est juste pour attirer votre attention sur le fait que cet organe d'une extrême importance n'est pas libre, n'est pas indépendant dans l'exercice de ses attributions. Et vous savez que ce sont des agents de la fonction de l'administration publique qui peuvent être révoqués à tout moment. Même si la loi dit que le ministre doit motiver sa décision, mais dans les faits, les ministres ne motivent pas leur décision. On révoque les commissaires du gouvernement et on n'a pas d'explication à donner. Et dans le déroulement de la procédure, ils ont un rôle à jouer, non seulement par l'émission des différentes réquisitoires, par exemple les réquisitoires d'informer, mais tout aussi bien les réquisitoires définitifs, mais c'est aussi le cas pour l'exécution des décisions. Eh bien, cet organe qui est contrôlé par la politique peut bloquer la marche de la procédure. Voilà pourquoi ils respectent et qui font de la politique. Mais vous admettez que le pays souffre d'un problème d'éthique très grave à tous les niveaux. Et depuis un certain temps, donc, dans le jeu politique, on fait ce qu'on veut. Je veux croire que, par rapport à notre réalité, il faut une réforme profonde de la justice
avec ce retranchement où les commissaires, dans le cadre d'une réforme qui seront appelés procureurs, ne soient plus sous la responsabilité de l'exécutif. On aurait pu donc les placer, on pourrait les placer sous le contrôle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ou d'un organe quelconque, je ne sais pas, suivant le vœu du législateur. Et les juges, quant à eux, je prône qu'ils soient nommés jusqu'à l'âge de la retraite. Parce que vous savez que les juges sont nommés pour certains, pour une période de 3 ans, les juges d'instruction, 7 ans, les juges de siège au niveau des tribunaux de première instance, 10 ans pour les juges à la cour d'appel. Mais le problème qui se pose, c'est que si vous avez un juge qui se respecte et qui a force de caractère, c'est fort possible à ce qu'à la fin de son mandat, et que le gouvernement refuse de renouveler son mandat. Je connais pas mal de cas où des juges qui n'ont pas voulu répondre favorablement à des sollicitations des hommes et des femmes politiques et ont été sanctionnés à cause de leur intégrité. Donc, s'ils sont nommés jusqu'à l'âge de la retraite, ils n'auront pas à se faire du souci pour une question de mandat, et certains sont flexibles à la fin de leur mandat parce qu'ils auront besoin de cet homme ou de cette femme politique pour faciliter le renouvellement de leur mandat. Donc, s'ils sont nommés jusqu'à l'âge de la retraite, ils pourront faire leur travail sans s'inquiéter. Mais j'ai ajouté à tout ça pour terminer. Ils auront besoin aussi, besoin de la force de caractère. Il faudra qu'ils comprennent que dès qu'ils occupent une fonction publique, il s'agit d'une fonction d'État et que cette fonction n'appartient à personne, et en tant que titulaire d'une fonction d'État, ils doivent assumer leurs responsabilités au terme de la loi. J'ajoute que, par-dessus tout, au-delà de ce privilège d'être nommé jusqu'à l'âge de la retraite, que ce soit pour les juges, que ce soit pour les commissaires du gouvernement, il faut aussi des organes de sanction pour sanctionner tous les magistrats qui, à la suite de cette réforme, s'impliqueraient dans des actes de corruption, dans des cas d'excès de pouvoir et d'abus d'autorité. Parce que vous savez, on ne peut pas donner à des hommes et des femmes des pouvoirs sans limite. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de la retraite, ils sont indépendants, mais il faut qu'ils agissent dans le cadre de la loi. Dans le cas contraire, il faut prévoir des mécanismes pour les sanctionner également. Je vous remercie. Campé sec. N'a pas campé ou n'a pas question? Est-ce que n'a pas question, s'il vous plaît? Je pense qu'il faut faire honneur avec Panélicio. Il faut faire honneur. Est-ce que vous avez des questions? Oui. S'il vous plaît, n'a fini. On série de 5 questions, s'il vous plaît. On allez. Président, passez micro. Question douée.